Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 45e semaine de 2024, la vie de l'Union revient très largement sur les auditions des candidats commissaires au Parlement européen, sur une nouvelle enquête de corruption liée au Qatar, sur une enquête de fraude fiscale internationale de Netflix et sur la réunion de la communauté politique européenne. Dans le club des 27, l'Allemagne voit la coalition gouvernementale prendre fin, l'Espagne traverse de grosses fractures politiques après les inondations à Valence, la France veut rediscuter de l'interdiction de vente des véhicules thermiques en 2035, l'Irlande se dirige vers des élections anticipées et le producteur de batteries électriques suédois, Northvolt, est au bord de la faillite. Et chez nos chers voisins, la Moldavie penche vers l'Europe et la famille royale britannique choque. Passons sans plus attendre à la vie de l'Union. Commission européenne, première semaine d'audition des commissaires, premier bras de fer avec le Parlement européen. Lundi 4 novembre, c'était le coup d'envoi du moment le plus attendu de cette rentrée. Les auditions des commissaires. Après avoir été nommés par leurs gouvernements respectifs et s'être vus imposer un portefeuille par la présidente de la Commission européenne, les candidats commissaires doivent démontrer devant la représentation européenne qu'ils seront dignes du poste auquel ils ont été placés. Ils sont entendus par les commissions parlementaires compétentes sur les dossiers qu'ils auront à traiter. Les députés européens peuvent demander une deuxième audition, comme cela avait été le cas avec le Français Pierre Moscovici en 2014, ou récuser la candidature, comme cela avait été le cas avec la Française Sylvie Goulard, qui a souffert de l'enquête qui l'a concernée sur les emplois fictifs du MoDem au Parlement européen. Les auditions auront lieu jusqu'à ce mardi 12 novembre, avec comme point d'orgue les auditions des potentiels vice-présidents de la Commission, qui seront un peu comme des super-commissaires qui superviseront plusieurs de leurs collègues. Le 27 novembre, lors de la plénière, le Parlement devra valider ou rejeter en bloc la nouvelle Commission. Et si tout se passe bien, la Commission devrait entrer en fonction début décembre. Avant même les auditions, plusieurs candidats ou candidates faisaient déjà parler. Évidemment, le Hongrois Oliver Várhelyi, commissaire sortant à l'élargissement, proposait cette fois à la santé et au bien-être animal, qui avait choqué le Parlement en traitant les eurodéputés d'idiots, pensant que son micro était coupé. Mais aussi l'Espagnole Teresa Ribera, que le PPE voudrait sortir des vice-présidences parce qu'elle est socialiste. L'Italien Raffaele Fitto a aussi suscité la controverse puisqu'il appartient au parti d'extrême droite Fratelli d'Italia et qu'il a été proposé en tant que vice-président et aux politiques de cohésion et de réforme, deux piliers de la Commission européenne. Lundi, c'est le Slovaque Maroš Šefčovič, le plus aguerri, qui ouvrait le bal. Commissaire depuis 2009, il est cette fois proposé au commerce, à la sécurité économique, aux relations interinstitutionnelles et à la transparence. Il a été suivi par le Maltais Glenn Mikalev, qui a été proposé à l'équité intergénérationnelle, à la jeunesse, à la culture et au sport. Le luxembourgeois Christophe Hansen a été proposé à l'agriculture et le grec Apostolos Tzitzikostas a été proposé au transport. Ils sont tous les quatre recueillis les 2 tiers de vote nécessaires à leur confirmation. Maroš Šefčovič a eu à se prononcer sur l'accord Mercosur, sur lequel il a promis un accord équilibré et sur lequel la Commission sera attentive. Christophe Hansen n'a pu s'empêcher de se laisser envahir par l'émotion lorsqu'on lui a posé la question du mal-être des agriculteurs, sur lequel il a répondu sur la base de l'expérience de son frère agriculteur, décédé prématurément après une chute, causée certainement par l'énorme fatigue accumulée. Apostolos Tzitzikostas a promis un ambitieux système unique de réservation de trains à l'échelle de l'UE. Mercredi 6 novembre, c'est l'aspirante commissaire à la préparation, à la gestion de crise et à l'égalité, la Belge Adjel Habib, qui a reçu les premiers coups de la commission parlementaire Liberté civile, Justice et Affaires intérieures, pour son passé de journaliste et quelques actions au sein du ministère des Affaires étrangères qui posaient question.
Elle avait notamment dit s'être rendue en Russie lors d'un voyage diplomatique en Crimée, quelques mois avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce qu'elle avait corrigé par la suite. Mais on lui reproche surtout d'avoir donné des visas à des ressortissants russes et iraniens à l'occasion d'un événement à Bruxelles en 2023 qui avait coûté sa place à Pascal Smet, le secrétaire d'État à la région bruxelloise. Accusée d'être trop floue et d'avoir multiplié les généralités, la candidate à l'environnement, la Suédoise Jessica Roswall, passe après 2 tours de vote sans avoir convaincu le Parlement européen. Même si leurs 2 candidatures ont été mises en suspens, les eurodéputés n'ont pas estimé nécessaire de leur faire passer une seconde audition. Mais il n'y a qu'un seul candidat pour l'instant qui devra passer une seconde audition, c'est le Hongrois Oliver Várhelyi. Un coup politique calculé, quelques jours après l'élection de Trump, les groupes écologistes, socialistes et centristes voulaient envoyer un message clair à Viktor Orban. L'affront qui a été fait à Várhelyi, en lui octroyant un portefeuille sur lequel l'Union n'a que peu de compétences, se double d'un affront politique. Il a botté en touche sur l'avortement, sur l'accès des soins par les personnes LGBTQIA+, en arguant simplement que ce sont des questions constitutionnelles qui relèvent des États membres, mais malgré tout, sa prestation semblait sérieuse. Il semble aussi payer la gestion du Covid par le gouvernement hongrois, qui avait fait confiance aux vaccins russes et chinois. Mais normalement, il ne devrait pas avoir de difficulté à obtenir la majorité simple lors de la seconde audition ce 11 novembre. Ursula von der Leyen faisant pression sur les eurodéputés individuellement par téléphone pour ne pas retarder la prise de poste de la Commission. 15 des 26 commissaires sont donc confirmés pour le prochain mandat de la Commission, parfois non sans mal, puisque les objectifs de la Commission sont parfois contradictoires pour satisfaire pleinement les États membres au mieux. Justice, un haut fonctionnaire européen accusé de corruption en lien avec le Qatar. Le parquet européen a confirmé, vendredi 1er novembre, enquêter sur le haut fonctionnaire estonien Henrik Hololei, qui était directeur général en charge des transports, le plus haut grade administratif au sein de la Commission. Le parquet européen le soupçonne d'avoir bénéficié de cadeaux de la part du Qatar, comme des séjours dans des hôtels luxueux en famille et des sessions shopping. Ce seraient quelques 25 voyages non déclarés à la Commission, dont l'ancien directeur général se serait rendu potentiellement coupable alors qu'il négociait un accord dit de ciel ouvert avec le Qatar, pouvant bénéficier à Qatar Airways, qui aurait pu avoir accès à beaucoup plus d'aéroports européens. L'ouverture de l'enquête fait suite à une enquête de l'Office de lutte anticorruption qui a pris fin cet été avec pour recommandation un suivi disciplinaire. Une affaire qui s'ajoute au Qatargate qui avait touché plusieurs eurodéputés l'an dernier. Justice encore, Netflix sous enquête pour optimisation fiscale. Ce n'est pas une enquête des services européens mais nationaux, mais vu que l'enquête touche 2 États membres, il me semblait logique de l'intégrer à la vie de l'Union. Le parquet national financier français a perquisitionné les bureaux de Netflix International BV, basés à Amsterdam, mercredi 6 novembre. La veille, c'était le ministère des Finances néerlandais qui procédait aux perquisitions en lien avec Eurojust. L'enquête est bien sous pavillon français. Au mois de janvier, le quotidien néerlandais NRC avait mis au jour les techniques de Netflix pour éviter l'impôt, ce que Netflix réfutait à l'époque. L'entreprise de streaming américaine s'est installée en 2015 à Amsterdam. En 2018, l'ONG britannique TaxWatch révélait que Netflix générait 5,5 milliards d'euros de bénéfices, mais qu'elle ne payait que 4 millions d'euros d'impôts aux Pays-Bas. La fiscalité aux Pays-Bas permet d'éviter la double imposition et c'est par ce trou de souris que Netflix BV a pu échafauder son système de fraude. Les filiales nationales transféraient des frais de licence vers Netflix International qui les renvoyait aux États-Unis. Le quotidien français La Lettre indiquait que Netflix ne payait que 981 000 euros d'impôts alors que l'entreprise avait 7 millions d'abonnés en France. L'Italie aussi a commencé à enquêter sur Netflix et sa potentielle fraude fiscale.
Netflix aurait 55,8 millions d'euros d'arriérés d'impôts pour la période entre 2015 et 2019. Communauté politique européenne, l'Europe face au défi de la réélection de Donald Trump. La communauté politique européenne a vu le jour en 2022. C'est une réunion informelle des exécutifs des 27 États membres, des institutions européennes et des pays voisins qui ont des relations déjà privilégiées à travers l'Alliance économique de libre-échange, des accords d'association ou des processus d'adhésion. Et cette semaine, jeudi 7 novembre, cette réunion avait une saveur particulière à double titre. Elle se déroulait à Budapest, capitale qui joue un bras de fer idéologique avec l'Union européenne, mais surtout parce que la veille, les États-Unis ont officialisé l'élection de Donald Trump après un premier mandat entre 2016 et 2020. C'était donc une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement qui se sont rendus à Budapest pour parler des enjeux communs. Autant battre le fer tant qu'il est chaud, l'Union devait absolument montrer sa capacité à encaisser le choc. Le retour de Donald Trump au pouvoir, c'est une potentielle remise en question de l'OTAN, la probable capitulation forcée de l'Ukraine par les États-Unis, le retour de la guerre commerciale décomplexée et la remise en cause des accords sur le climat. L'Union européenne souffre du manque de leadership au sein de ses États membres, le duo franco-allemand étant largement affaibli, Emmanuel Macron n'ayant plus qu'un gouvernement de coalition où son parti a été considérablement affaibli par les élections législatives cet été, et la coalition d'Olaf Scholz qui s'écroule avec le renvoi du ministre des Finances, le libéral Christian Lindner, et la démission collective des autres ministres libéraux, ce qui pave le chemin à des élections législatives anticipées où les forces eurosceptiques pourraient profiter d'une dynamique très positive. Olaf Scholz, chargé de gérer la crise politique, a fait l'impasse sur la communauté politique européenne. Malgré tout, le président français a plaidé pour l'autonomie stratégique de l'Union européenne en disant qu'il fallait arrêter de déléguer la stratégie militaire aux États-Unis et la stratégie commerciale à la Chine. Un point de vue sur lequel a terminé de manière surprenante le Premier ministre hongrois Viktor Orban, concluant lui aussi sur la nécessité pour l'Europe d'assurer sa propre sécurité. Alors que l'Union européenne est déjà en plein contentieux avec la Chine, Donald Trump a déjà promis une hausse des frais de douane sur les produits européens importés aux États-Unis. Passons désormais au Club des 27. Allemagne, la coalition gouvernementale implose. L'ambiance n'était pas au beau fixe depuis le début de l'année, mais elle s'est dégradée au fil des mois, la faute aux inondations du début d'année qui avaient opposé les libéraux aux socialistes et aux écologistes, ces derniers plaidant pour l'abolition du frein constitutionnel de la dette, le mécanisme qui limite l'endettement fédéral à 0,5% du PIB, mais aussi à cause du ministre des Finances, Christian Lindner, chef de file des libéraux, qui a joué plusieurs fois l'électron libre et défendait corps et âme l'ordolibéralisme à l'allemande et la rigueur budgétaire. Une lettre du ministre des Finances, qui a fuité dans les médias, a mis le feu aux poudres. Christian Lindner y préconisait une thérapie de choc comprenant une réduction drastique des impôts et de la réglementation pour relancer la compétitivité, mais aussi de l'abolition de l'impôt de solidarité pour les Länder de l'Est, ce qui a déclenché la colère de ses alliés au gouvernement. Il s'était déjà fâché auprès des Verts concernant leur fonds d'investissement vert à plusieurs milliards d'euros qui étaient synonymes d'endettement. Mercredi 6 novembre, Olaf Scholz a convoqué la réunion de la dernière chance. Mais le désaccord était tel que la réunion n'a duré que quelques minutes. Christian Lindner démit de ses fonctions, ses collègues ministres libéraux ont claqué la porte. Le contexte économique allemand, les déculottées électorales régionales des partis de gouvernement, les annonces de plans sociaux chez Volkswagen et Audi, croisées avec les élections américaines, était un bon terreau pour faire tomber la coalition. Olaf Scholz a annoncé solliciter un vote de confiance devant le Bundestag le 15 janvier, ce qui n'est pas du goût du leader de la CDU, Friedrich Merz, qui aimerait que ce vote ait lieu dans les prochaines semaines. Olaf Scholz pourrait bien mener un gouvernement minoritaire, mais l'impopularité de l'exécutif pourrait s'aggraver si la situation perdurait.
En attendant, Olaf Scholz aimerait coopérer avec la CDU pour assurer une continuité sur les politiques de défense et sur l'économie. Les prochaines législatives étaient prévues en septembre 2025, mais Christian Lindner souhaitait déjà demander aux Allemands de trancher sur la politique économique vu les blocages gouvernementaux. Les enjeux sont énormes, l'Allemagne est grandement affaiblie du fait de ses dépendances historiques à la Russie et aux États-Unis, qui coûtent aujourd'hui très cher à son industrie et qui va l'obliger à accélérer sur la défense. L'Allemagne ayant trop longtemps profité du bouclier de l'OTAN en évitant d'investir dans sa défense jusqu'à ce que Olaf Scholz dévoile un plan de 100 milliards d'euros sur 5 ans en 2022. L'AfD pourrait se hisser à la deuxième place des élections fédérales d'après les sondages, du jamais vu depuis presque un siècle. L'Allemagne se dirige certainement vers une grande coalition CDU-SPD aux aspirations plus que jamais différentes pour le pays. Espagne. L'après-catastrophe révèle des lignes de fracture politique. Je vous en parlais la semaine dernière, le Premier ministre Pedro Sánchez, le roi Felipe VI et la reine Letizia ont été pris à partie à Paiporta, une petite localité de la périphérie de Valence. Ils ont subi des jets de boue et le président du gouvernement a même dû être exfiltré par ses services de sécurité. Alors que le président de la Généralité de Valence, Carlos Monzón, était jusque-là courtois avec Pedro Sánchez, les événements de Paiporta, où il a été lui-même pris à partie et a même été frappé, a complètement changé de ton vis-à-vis du gouvernement. Il a dénoncé le manque de réactivité de l'armée, et notamment le régiment en charge des catastrophes naturelles, et blâme les services des alertes météo. Le leader national du Parti populaire, Alberto Núñez Feijóo, a été très critique dès le début de la catastrophe. La Guardia Civil demande aux proches des personnes disparues de fournir des échantillons d'ADN pour l'identification des corps. Du côté du gouvernement, Pedro Sánchez a annoncé, mardi 5 novembre, un plan de 10,6 milliards d'euros sous forme de prêts et de subventions pour les personnes et entreprises sinistrées, avec peu de conditions administratives pour faciliter le déblocage des fonds. Une aide combinée à la déclaration de la zone comme zone sinistrée, ce qui permet de déclarer la situation d'urgence de la protection civile et la mobilisation des forces disponibles pour acheminer l'aide. 78 municipalités sont concernées, dont 2 dans la région de Castille-La Manche et une du côté de Malaga, mais cela pourrait s'ouvrir à d'autres municipalités sinistrées. Le plan concerne aussi la reconstruction et le redémarrage économique. En une semaine, les efforts déployés ont permis de sauver 1300 personnes, de rétablir l'électricité pour 98% des foyers touchés, de réparer 40 km de routes et 74 km de voies ferrées. L'eau du robinet étant impropre à la consommation, c'est 95 000 litres d'eau qui ont été dépêchés vers Valence et 18 500 rations de nourriture pour faire face à la mise à l'arrêt des commerces. Les jours passent et le Parti populaire adoucit son discours à l'égard du gouvernement et tente de coopérer au mieux pour le bien des Valenciens. Mais pas le parti d'extrême droite Vox qui tente de tirer profit de la colère des sinistrés en comparant les difficultés de mise en place de l'aide à Valence avec la facilité de l'envoi de l'aide au Maroc après le tremblement de terre de l'an dernier. Il prône la préférence nationale dans la distribution de l'aide aux sinistrés. Ce sont 15 000 policiers et militaires qui participent au déblaiement et la remise en état des routes et infrastructures. Mercredi, la Banque européenne d'investissement a annoncé une aide financière de 900 millions d'euros pour la reconstruction. Le bilan provisoire faisait toujours état de 223 morts et 93 personnes disparues au moment où j'enregistre cet épisode. France, le pays se joint à l'Allemagne, à la Pologne et à l'Italie pour revoir l'interdiction de vente des véhicules thermiques en 2035. Après les demandes de révision de la règle de l'interdiction de vente des véhicules thermiques en 2035 par l'Allemagne, la Pologne et l'Italie, pour éviter de rajouter des difficultés aux constructeurs européens, la France les rejoint dans leur demande de réviser cette règle dès l'année prochaine.
C'est le ministre délégué à l'industrie, Marc Ferracci, qui l'a déclaré lors d'une visite à Berlin. Comme pour l'Allemagne, la Pologne et l'Italie, les objectifs de décarbonation ont très peu de chances d'être remplis par les constructeurs français, la faute à un contexte économique difficile qui a fait ralentir la consommation et notamment l'achat de véhicules électriques en dépit du bonus environnemental et les nombreuses aides, aussi bien en France qu'en Allemagne, qui ont été réduites en 2024. Les constructeurs européens sont donc susceptibles d'être sanctionnés pour ne pas avoir rempli les conditions de décarbonation, ce que les exécutifs des pays concernés veulent éviter, alors que des constructeurs comme Volkswagen, Peugeot ou Audi annoncent des plans sociaux ou rompent des contrats avec leurs sous-traitants. Irlande, démission du gouvernement et organisation de nouvelles élections. Vendredi 8 novembre, le Premier ministre, communément appelé en Irlande Taoiseach, Simon Harris, a demandé au président de la République, Michael Higgins, de dissoudre le Dáil, la chambre basse du Parlement irlandais. La rumeur courait depuis mercredi. Comme en Allemagne, les prochaines élections législatives devaient se tenir en 2025. Le gouvernement tripartite, composé du parti du Taoiseach, le Fine Gael, affilié au PPE, du Fianna Fáil, affilié à Renew Europe, et des Verts. Le Sinn Féin, le parti qui prône l'union des deux Irlandes, est dans l'opposition et est affilié à la gauche européenne au niveau européen, qui siège aux côtés de LFI et du PTB. Après avoir succédé à Leo Varadkar, Simon Harris a dû faire face à la montée du discours anti-immigration et à une crise du logement qui n'en finit plus. Et comme partout dans le monde occidental, la question du pouvoir d'achat est centrale dans les débats politiques. Le gouvernement avait des divergences notables parmi ses composantes, mais c'est la dégringolade dans les sondages du Sinn Féin qui aurait motivé la dissolution du Dáil. Le fait que le Sinn Féin devienne le premier parti d'Irlande du Nord et que le Sinn Féin ait atteint des sommets de popularité avec le Brexit avait pu faire craindre au parti centriste une bascule et un référendum pour l'union des deux Irlandes. Mais la colère anti-immigration a fait grandement chuter le Sinn Féin puisqu'elle a attiré l'essentiel de sa base populaire. Suède, la chute du géant des batteries électriques Northvolt, symbole de l'échec politique européen sur les véhicules électriques. Il y a quelques mois, l'Allemagne annonçait en grande pompe l'implantation d'une gigafactory Northvolt de production de batteries électriques destinée à la production de voitures électriques avec la bénédiction de la Commission qui a autorisé une aide d'État allemande. Aujourd'hui, Northvolt est prêt à déposer le bilan. Comment une telle chute a pu être possible pour le leader européen de la batterie? Fondé en 2016 par deux anciens de Tesla, Northvolt avait pour ambition de proposer une alternative aux producteurs chinois et américains. Elle est même parvenue à lever des fonds à hauteur de 13,9 milliards d'euros. Cette année, elle avait même décroché des prêts à hauteur de 5 milliards de dollars, dont une partie de la Banque européenne d'investissement. Mais la firme suédoise a dû se résoudre à un plan social le 23 septembre, sacrifiant 1600 emplois en Suède, ce qui représentait un poste sur 5 au niveau mondial. Northvolt a souffert du fait que les constructeurs chinois ne sous-traitent plus la production de batteries, ce qui leur a fait perdre un marché conséquent. Aussi, Northvolt pâtissait de son incapacité à honorer les commandes, mais aussi de sa réputation, BMW se plaignant de la qualité des batteries et des retards de livraison, ce qui a mené à l'annulation d'une commande gigantesque d'1,9 milliard d'euros. Et le prêt de la BEI était destiné à l'agrandissement de son usine à Skellefteå, mais sa filiale qui devait s'en charger a fait faillite. Une cascade de mauvaises nouvelles à laquelle Northvolt a bien tenté de répondre avec une augmentation de capital, mais la situation de Northvolt était déjà assez critique pour refroidir les investisseurs. La jeunesse de Northvolt pouvait difficilement rivaliser avec ses concurrents mondiaux, qui ont parfois 40 ans d'expérience dans le domaine, sans une puissance financière colossale pouvant supporter les pertes pendant plusieurs années, voire décennies. Le gouvernement suédois refuse de voler au secours de Northvolt. L'opposition social-démocrate pense que ce serait une erreur de laisser tomber
un secteur aussi stratégique. L'extrême droite pense que la faillite serait une bonne solution pour repartir avec une nouvelle direction et une nouvelle stratégie. À ce qu'est l'FTA, les employés de Northvolt retiennent leur souffle en espérant éviter le licenciement. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Moldavie, Maya Sandu, élu pour un second mandat. C'est un ouf de soulagement qui a été poussé dans le monde occidental. Après un premier tour plus serré que prévu et un référendum sur la constitutionnalisation de l'adhésion à l'UE validé dans un mouchoir de poche, Maya Sandu rempile pour un second mandat. Il faut rappeler que la Russie a dépensé plus de 100 millions d'euros pour influencer les élections et près de 15 millions rien que pour le dernier mois de campagne, et notamment l'oligarque Ilan Shor qui avait mis en place un système d'achat de vote avec des responsables dans chaque province du pays. La police moldave estime que 300 000 citoyens ont été achetés pour voter pro-russe. Pour ce deuxième tour, la police a enquêté sur l'organisation de vols gratuits pour transporter des électeurs moldaves entre la Russie et la Biélorussie et entre l'Azerbaïdjan et la Turquie. De nombreux bureaux de vote ont aussi été la cible d'alertes à la bombe, comme à Berlin par exemple. La commission centrale électorale a subi une cyberattaque dans la matinée du scrutin. Maya Sandu s'en sort avec 55% des suffrages face à son adversaire, l'ancien procureur général Alexander Stoyanoglo, soutenu par les socialistes pro-russes. Maya Sandu a déclaré que la Moldavie avait choisi la liberté et la citoyenneté. Mais le frisson a quand même traversé le parti Action et Solidarité de la présidente candidate. Après le dépouillement de 90% des bulletins, Alexander Stoyanoglo était en tête. Mais les grands centres urbains et les expatriés ont fait pencher la balance. C'est près de 300 000 Moldaves de l'étranger qui se sont rendus aux urnes sur un total de 3,3 millions d'électeurs inscrits, un record. Sans eux, Alexander Stoyanoglo aurait gagné l'élection avec 51%. Un renversement que le Parti socialiste trouve suspect. Certains militants reprochent au bureau de vote à l'étranger de ne pas avoir d'observateurs et qu'il n'y ait eu que 2 bureaux de vote pour les Moldaves de Russie, par exemple. Alexander Stoyanoglo reproche aux pays occidentaux d'avoir mis la pression sur le vote moldave, ce qui est contraire à la démocratie, d'après lui. Les observateurs internationaux ont validé le scrutin, notamment le Conseil de l'Europe. Même si Maya Sandu est sorti vainqueur du scrutin, la célébration est restée modeste, sans effusion de joie ni de fête. Les deux tours ont montré la fragilité de la Moldavie face aux puissances extérieures. La Russie ne cesse d'augmenter la pression envers la Moldavie, en ayant augmenté les prix du gaz et de l'électricité, alors que la Moldavie est déjà le pays le plus pauvre du continent. Mais le plus important reste les législatives l'année prochaine, qui pourraient bien être encore une fois un champ de bataille et un levier pour les visées impérialistes russes. Royaume-Uni, la famille royale au cœur d'une polémique sur ses revenus. D'après le Sunday Times, dans son édition du 3 novembre, la famille royale se serait grassement enrichie sur les fonds publics grâce à un énorme parc immobilier. Des bâtiments que le roi Charles III et le prince William ont loués à des services publics ou à des organisations caritatives. Rien que pour 2023, ils auraient touché à eux deux près de 60 millions d'euros de loyers. Des bâtiments qui peuvent aller de la prison de Dartmoor à un entrepôt pour ambulances pour l'assurance maladie britannique, le NHS, ou encore des écoles, des salles de sport ou des bureaux. Autre détail de l'affaire, ces mêmes bâtiments ne respecteraient pas les normes environnementales en vigueur, puisque ce sont de vrais passoires thermiques et que de tels bâtiments sont normalement interdits à la location depuis 2020. Et toutes ces rentes ne sont soumises à aucun impôt, la famille royale contribuant sur la base du volontariat, et que la chancellerie britannique va verser 132 millions de livres sterling pour la famille royale en 2025. Une affaire qui choque alors que le Premier ministre Keir Starmer a dû annoncer des coupes budgétaires et la suppression de certaines aides pour retrouver des finances saines alors que le pays est encore confronté à une inflation importante.
Voilà, c'est ainsi que s'achève la 45e semaine européenne de 2024. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez ne rien rater chaque semaine, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.